tu partiras plus tard. Bonjour à toutes et à tous, vous n'avez pas pu passer à côté de cette actualité, nous sommes en plein mouvement contre la réforme des retraites et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle a contribué à mettre encore une fois en lumière la condition particulière des femmes dans le monde du travail. La manifestation du 8 mars s'est faite en connexion totale avec le mobilisation des retraites puisqu'elle s'est exprimée à travers une grève féministe. Retraite, salaire, les femmes sont en colère. Chaque nouvelle réforme des retraites, c'est l'occasion d'une part du côté du gouvernement de mentir, de dire que leur réforme va particulièrement aider à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Car le gouvernement raconte que c'est probable. Chaque fois qu'un gouvernement libéral vous dit que sa réforme des retraites va avantager les femmes, c'est de la mythomanie. Ils adorent ce mensonge. Eric Woerth nous avait dit la même chose en 2010. Merci d'ailleurs à Franck Riester d'avoir vendu la mèche en reconnaissant finalement sous la pression d'une interview que oui, les femmes ne seront pas avantagées du tout par cette nouvelle réforme des retraites. Si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. Nous, à chaque fois, on en est amené à faire la démonstration inverse du fait qu'elles ont beaucoup de difficultés à avoir une carrière complète. C'est pour ça qu'on arrive à des pensions de retraite qui vont refléter ces inégalités avec 40% quand même de différence de montant de leur pension. Des mots, grande gagnante, quel culot. Des mots, espèce de mytho. Les salaires des femmes, comme on le dit, sont inférieurs. Les inégalités salariales, alors là aussi, j'ai commencé à militer dans le mouvement féministe depuis l'année 2009 et c'est l'un des chiffres qui stagne le plus, c'est-à-dire pour celles et ceux qui pensent que nos sociétés seraient de plus en plus modernes, de plus en plus égalitaires, c'est malheureusement très faux. On est toujours, quand j'ai commencé à militer, on était autour de 25-27, là les chiffres aussi, ils oscillent entre 24 et 27 d'inégalité salariale. Il y a d'autres chiffres qu'on peut commenter, le fait que les femmes occupent seulement un tiers des emplois de direction dans la fonction publique, le fait aussi qu'elles sont dans des filières moins bien rémunérées. Donc il faut savoir qu'en France, on a aussi l'impression qu'on est dans un monde professionnel maintenant mixte. Moi d'ailleurs qui travaille surtout dans le médico-social ou dans les ONG, j'ai toujours travaillé avec des équipes quasi 80% féminines et c'est pas non plus une espèce de niche. Il faut savoir qu'en France, la moitié des femmes en France travaillent dans seulement 11 des 86 catégories socio-professionnelles répertoriées par l'INSEE. Caissières, vendeuses, femmes de ménage, femmes de chambre, secrétaires, infirmières, etc. Donc les filières les moins bien rémunérées et en plus, elles vivent un petit peu la répercussion des stéréotypes de genre. C'est-à-dire que quand une femme est par exemple agent d'entretien, c'est-à-dire qu'elle doit faire le ménage, on la paye au lance-pierre avec un espèce de sous-entendu ou de stéréotype comme quoi c'est bon quoi, faire le ménage, les femmes elles savent faire ça naturellement, il n'y a pas de compétences là-dessus et elles le font déjà gratuitement à la maison, donc les payer, pourquoi revaloriser leur salaire, les payer pour quelque chose qu'elles savent faire naturellement, sans formation. Même chose pour secrétaire, que les femmes fassent plusieurs choses en même temps et voilà, et s'occupent un petit peu de gérer le quotidien de quelqu'un, d'un patron, d'un supérieur hiérarchique. C'est aussi dans des compétences naturelles qu'on n'a pas à valoriser. Donc les stéréotypes de genre contribuent aussi finalement à la stagnation des salaires féminins. Nous on veut abolir les conditions de travail difficiles, mais en attendant on voudrait au moins reconnaître la pénibilité et il se trouve qu'elle est très mal prise en compte et c'est encore plus vrai pour les métiers féminins. C'est-à-dire qu'on occulte largement la pénibilité des métiers féminisés. Il y a un très bon rapport du Conseil économique, social et environnemental là-dessus, c'est-à-dire les femmes qui doivent porter des charges lourdes quand elles sont caissières, quand elles s'occupent des personnes âgées aussi. Ce sont des travaux qui sont crevants et on n'a pas ça dans notre imaginaire. On imagine plutôt l'ouvrier, homme qui doit porter des charges lourdes. Il y a le recours accru au temps partiel. Le tiers des femmes actives en France est à temps partiel, c'est-à-dire qu'elles ont des salaires partiels, c'est-à-dire que plus tard elles auront des pensions de retraite partielles. 80% des temps partiels sont occupés par des femmes, ce qui est quand même énorme. Alors le temps partiel, il est souvent imposé. Selon l'INSEE, en général, c'est 3/3. C'est un tiers des femmes qui demandent à être en temps partiel, un tiers des femmes qui se sont imposées d'être en temps partiel alors que si elles avaient le choix, elles voudraient passer à temps plein, et un tiers qui ne se prononce pas trop là-dessus.
Donc forcément, ça a une répercussion sur leur salaire. Il y a aussi les arrêts d'activité. Vas-y mon chat, passe s'il te plaît. Les interruptions de carrière des femmes impactent là aussi leur vie professionnelle. On a des systèmes de garde qui sont encore trop coûteux et insuffisants en nombre et en répartition sur le territoire français. Donc pas assez de place en crèche, pas assez de services publics de la petite enfance. Je pense que c'est un enfant sur 10 en France qui a une place en crèche. Et comme en général, elles ne peuvent pas trop se reposer sur leur conjoint. La question de la mauvaise répartition des tâches ménagères entre les femmes et les hommes dans la sphère domestique impacte aussi leur vie professionnelle, puisque les femmes, elles vont négocier auprès de leurs employeurs, limite de ne pas être mieux payées, mais de pouvoir rentrer chez elles plus tôt. Donc de fait, comme elles vont pas aller forcément à des réunions qui finissent tard, contrairement à des hommes, eh ben, elles vont moins monter dans la hiérarchie des entreprises, donc ça fait partie là aussi du plafond de verre, puisque les entreprises vont plutôt miser sur des hommes qui vont avoir plus de latitude, plus de marge de manœuvre, qui vont plus volontiers donner de leur temps, venir plus tard, aussi sociabiliser, participer au temps de sociabilisation, c'est-à-dire boire des coups après le boulot avec les collègues. Et en plus, toujours dans les stéréotypes de genre, souvent on va dire oui, mais les féministes, elles veulent qu'on coopte les femmes sur la seule base de leur genre et pas sur leurs compétences. Alors que implicitement, les hommes sont cooptés parce que ce sont des hommes, c'est-à-dire qu'il y a le stéréotype que quand même les hommes, ça prend plus d'initiative, c'est plus dynamique, c'est plus disponible, c'est plus flexible. Eux, ils bénéficient d'une cooptation de genre qui ne dit pas son nom. Et rien n'est fait pour permettre aux femmes de rester en emploi à l'arrivée d'un enfant. Le taux d'activité des femmes reste très inférieur par rapport aux hommes, et en plus, ça prive les caisses des retraites de leurs cotisations. Le gouvernement, on l'a vu, il a beaucoup focalisé son ambition sur le taux d'emploi des seniors, parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on recule l'âge, en fait, c'est de la précarité prolongée, et surtout pour les femmes entre la fin de l'emploi et la liquidation. C'est-à-dire que beaucoup de personnes âgées vont rester au chômage ou en invalidité en attendant de pouvoir partir. Par contre, le gouvernement s'en fout complètement que le taux d'emploi des femmes place la France au 25e rang des 38 pays de l'OCDE. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de prévision optimiste en disant que d'ici 20 ou 30 ans, il y aura beaucoup moins de femmes au chômage et du coup, on n'aura plus non plus un tiers des femmes qui sont à temps partiel et que du coup, elles vont aussi participer aux caisses des retraites. Donc il y a un taux de pauvreté des femmes retraitées qui est plus élevé que celui des hommes. Cet écart se creuse selon le corps de... j'ai oublié le nom, donc le corps, je pense que vous savez ce que c'est. Ça se creuse depuis 2012. Ils vont garder le système de décote. Donc la décote, c'est quoi? C'est un abattement sur la pension des carrières incomplètes, c'est-à-dire tu as une carrière incomplète, déjà tu galères parce que tu vas avoir une pension incomplète, mais en plus tu as une double peine avec la décote, c'est qu'on va baisser ton pension de retraite pour te punir de ne pas avoir fait une carrière complète. Donc ça concerne 8% des femmes et 6% des hommes. En 2019, le haut commissaire aux retraites avait parlé d'une double pénalisation. Et donc pour éviter de la subir, 19% des femmes et 10% des hommes, 19% c'est quand même le double des femmes, attendent pour partir avec un taux plein. Il y a la question des violences. Évidemment, quand une femme vit des violences, par exemple conjugales dans la sphère privée, elle va avoir des taux d'absentéisme à la dernière minute, sans prévenir sa hiérarchie, parce qu'elle peut pas débarquer au boulot avec un œil au beurre noir. Il y a des mauvais réflexes dans l'entreprise qui, au lieu d'essayer de voir pourquoi une salariée comme ça commence à ne plus venir, à venir en retard, à ne plus être aussi dynamique, à perdre sa joie de vivre, son enthousiasme, on va plutôt la pénaliser là aussi, plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se passe. N'oublions pas aussi le harcèlement sexuel au travail qui entrave leur carrière. Je vous donne un témoignage personnel. Je travaillais en tant qu'intermittente du spectacle avec une boîte de production, Open Main Production, je balance, qui me faisait toutes mes heures en tant qu'intermittente, et à un moment le patron m'a fait des avances, j'ai refusé. Et depuis, il est devenu intraitable, infect avec moi jusqu'à ce que je quitte.
je quitte, j'avais pas un contrat à longue durée, je revenais faire des heures d'intermittente, mais il me reprenait normalement avant tout le temps. Et là, de par sa frustration que j'ai repoussé ses avances, j'ai fini par dire « Écoute, je ne reviendrai plus, Philippe !» Et donc, tout ça a impacté gravement mon parcours professionnel. Je n'ai plus eu mes 507 heures d'intermittente pour préserver mon statut l'année suivante. Et en plus, comme je suis étrangère, du coup, j'avais perdu aussi mon titre de séjour. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit peu le tour de la question. À la question, est-ce qu'elles seront forcément les grandes perdantes de cette réforme? Qu'est-ce que vous répondez?